3 jours après le duel, Dobo est toujours allongé sur le sol de la salle d'entraînement. Il ne peut pas se relever. Il n'a pas de blessure grave, mais toute sa dignité a été brisée. Musashi l'a battu, sans avoir reçu la moindre éraflure. Dobo n'avait rien compris à la philosophie du combat de Musashi. Il a lu le livre des 5 anneaux écrit par Musashi des centaines de fois. Il pensait connaître chaque mot, chaque idée par cœur. Seulement après avoir reçu la défaite la plus humiliante de sa vie, il comprend enfin. Il n'avait jamais vraiment lu ce livre. Il comprend que toutes ces années d'entraînement n'ont pas fait de lui l'égal d'un vrai samouraï. Musashi, pendant ce temps, découvre une petite blessure sur son visage, infligée par Dobo sans même qu'il ne s'en rende compte pendant le combat. Pour Dobo, cette humiliation douce est pire que la mort. Il a effacé toute son identité de combattant pour lui prouver qu'il n'était rien. Dobo se relève lentement, il prend ses affaires et annonce à Tokugawa qu'il va s'isoler du monde pendant un long moment. Il a besoin de temps pour assimiler tout ce qui lui est arrivé et comprendre où il a échoué. Pendant que Dobo s'isole pour méditer sa défaite, l'avion de Ratsu atterrit en douceur sur le tarmac de l'aéroport de Narita. Les journalistes se pressent déjà contre la barrière. Les objectifs sont pointés vers la porte de sortie. Les flashs crépitent quand Ratsu marche vers la zone de récupération des bagages. Il vient de gagner le championnat de boxe le plus prestigieux des États-Unis, seulement avec ses propres points, sans aucune aide extérieure. La foule scande son nom. Les supporters crient de joie. Les premiers journalistes arrivent. Ils posent la question que tout le monde attend. Quels sont tes projets pour l'avenir? Vas-tu défendre ton titre la saison prochaine? Tous les journalistes s'attendent à une annonce de nouveaux combats, à une date de revanche, à un prochain défi dans le ring. Ratsu s'arrête. Il repousse le microphone qui est tendu vers son visage, et il parle d'une voix claire qui coupe tout le bruit de la foule. J'ai fini avec la boxe. Je rentre au Japon, pour de bon. Le silence tombe sur la zone de récupération. Personne ne comprend ce qu'il vient de dire. Ratsu continue. Il explique que toutes ces années d'entraînement, il a maîtrisé le kung-fu, le karaté, les coups de poing, les coups de pied, l'épée et la lance. Il a mis toutes ses compétences au service du ring. Maintenant, il a un nouveau but. Une bête a fait son apparition au Japon. Une bête qui ne joue pas selon les règles du combat moderne. Cette bête, c'est ma nouvelle cible. Il lève la tête, regarde droit vers l'objectif de la caméra. Je viens pour affronter Musashi. Musashi est revenu dans sa chambre d'hôtel. Il tient entre ses doigts un petit objet qu'il n'a jamais vu de sa vie. C'est un briquet moderne. Il appuie sur le mécanisme, et une flamme jaillit directement devant son visage. Il éteint, rallume, éteint encore, la flamme apparaît, et disparaît au rythme de son doigt. Il trouve l'objet à la fois génial et terrifiant. Comment peut-on obtenir du feu aussi vite, sans aucune préparation? Il dépose le briquet sur la table, prend les ingrédients qu'il a préparés pour soigner sa blessure. Il verse du charbon de paille broyé finement dans un bol, ajoute de l'huile de cheval, mélange lentement avec le bout de son doigt jusqu'à obtenir une pâte homogène. Il soulève la main, porte la pâte vers sa blessure au visage, l'étale doucement en une couche uniforme. La porte de la chambre s'ouvre brusquement. Tokugawa entre sans frapper. Son visage est grave. Il tient une enveloppe fermée dans sa main. Musashi ne bouge pas. Il attend que Tokugawa parle. Il voit immédiatement qu'il y a une nouvelle importante qui vient d'arriver. Tokugawa marche jusqu'à la table, dépose l'enveloppe dessus et dit d'une voix qui ne laisse place à aucune discussion. Il y a un sujet important que je dois te discuter. Dans 3 jours, un duel à mort est organisé dans l'arène principale de Tokyo. La nouvelle est tellement grande que Musashi arrête son mouvement. Il lève la tête pour regarder Tokugawa dans les yeux. Tokugawa continue. Il annonce la surprise qui va changer toute l'histoire du combat. Ton adversaire, c'est Ratsu Kaio, le légendaire combattant qui vient de rentrer des États-Unis. Ce duel va briser la règle la plus importante de l'arène. Pour la première fois dans toute l'histoire des duels de l'arène, les combattants sont autorisés à utiliser n'importe quelles armes qu'ils veulent. Retour au quartier général du Shinsengumi. Ratsu transpire abondamment, il répète le même mouvement des dizaines de fois d'affilée. Kakyoin observe chaque geste, les bras croisés contre sa poitrine. Un jeune recrue entre brusquement dans la salle d'entraînement. Il charge Ratsu avec un cri de guerre. Ratsu ne bouge pas d'un pouce, il reste immobile au milieu du tapis. Le recrue frappe de toutes ses forces, son coup heurte l'épaule de Ratsu comme une plume qui touche un roc. Ratsu donne un seul coup de poing, rapide et silencieux. Le recrue vole en arrière et tombe lourdement contre le mur. Kakyoin s'avance. Il explique aux autres élèves la technique du Xiaoli. Il précise que ce n'est pas seulement une technique pour transformer le corps en mur de défense. Le vrai Xiaoli, c'est se transformer en plume. Il faut faire disparaître toute la tension cachée dans les veines et les nerfs. Le corps doit devenir aussi flexible qu'un sac de glace, puis aussi léger qu'une plume. Aucun coup ne peut blesser la plume. Tous les coups passent juste à travers. Il montre l'exemple, il tend le bras, et un des élèves le frappe de toutes ses forces. Kakyoin ne bouge pas. L'élève est projeté en arrière sans savoir ce qui lui est arrivé. Kakyoin précise que, face à une épée, il ne faut pas opposer la force à la force. Il faut bouger avec la lame, comme une calebasse qui balance sur l'eau. Ratsu écoute, il applique chaque conseil à la lettre. Au 4e essai, il réussit. Ses mouvements deviennent aussi doux que la brise d'automne. Une voix sèche et moqueuse résonne soudain depuis la porte de la salle. Ces numéros de cirque ne fonctionneront jamais face à Musashi. C'est Izumotobe qui entre. Il marche lentement vers le centre de la salle. Il regarde Ratsu droit dans les yeux. Tu crois vraiment que le plus grand maître épéiste de l'histoire va être trompé par ses mouvements légers? Motobe se tourne vers les autres. Il explique que l'époque de Musashi était l'époque du meurtre. Kakyoin intervient pour arrêter l'affrontement. Il maîtrise Motobe d'un seul mouvement et ordonne à Retsu d'aller se reposer. 3 jours passent en un clin d'œil. La grande arène de Tokyo est pleine à craquer. Il n'y a plus une seule place libre. Toutes les lumières sont allumées. Elles brillent si fort que les projecteurs réfléchissent sur le sable clair du terrain.
Le public se lève tous en même temps. Personne ne reste assis. Personne ne parle fort. On n'entend que le bruit des respirations. 100 000 respirations qui se croisent dans l'air chaud et saturé de l'arène. Dans les coulisses, Baki s'approche de Retsu. Tu ne fais pas d'échauffement avant ce duel à mort? Baki rit doucement. Il remarque le poids des armes que Retsu a préparées. Tu es vraiment un homme qui aime l'équité, n'est-ce pas? Tu affrontes un samouraï armé, donc tu viens toi-même armé jusqu'aux dents. Retsu regarde la porte qui mène à l'arène. Il répond avec calme. Je sais exactement combien Musashi est dangereux, même sans épée. Je suis prêt. L'arbitre a donné le signal du départ. Le vacarme de l'arène s'éteint d'un coup. Plus un bruit ne sort de la foule de 100 000 personnes. C'est Musashi qui brise le silence en premier. Il regarde droit devant lui, sa voix porte jusqu'au dernier rangé. Je n'aime pas traîner. Finissons ça vite. Le combat explose. Retsu bouge plus vite que l'éclair. Il laisse des ombres derrière lui tellement son mouvement est rapide. Les premiers shurikens sortent de sa manche. Ils volent droit vers le cœur de Musashi. Puis ce sont des lames cachées. Une dizaine d'entre elles qui suivent la première volée. Le public retient son souffle. Personne n'osait imaginer une attaque aussi violente dès les premières secondes. Baki est debout dans les loges. Il serre les poings contre la rambarde. Il découvre que Retsu maîtrise l'art des deux mains avec une habileté que personne n'égalait jusqu'à aujourd'hui. Mais ce qui laisse tout le monde sans voix, c'est la réaction de Musashi. Il ne recule pas d'un pas. Il esquive chaque projectile avec des mouvements fluides, comme s'il dansait autour des lames. Les shurikens passent à quelques centimètres de sa peau. Aucun ne le touche. Et il ne s'arrête pas à esquiver. Il tend la main, il attrape un shuriken en plein vol, puis un deuxième, puis un troisième. Il retient tous les projectiles dans sa paume, comme si ce ne sont pas des armes meurtrières, mais des balles de caoutchouc pour les enfants. Retsu continue de lancer des lames par vagues successives. Son corps bouge toujours aussi vite, il ne montre aucun signe de fatigue. Soudain, Musashi fait un mouvement que personne n'avait vu venir. Son épée sort du fourreau en un éclair. Il coupe une des lames qui volait vers lui en deux morceaux, directement en plein vol. Le métal se sépare net, les deux parties tombent chacune d'un côté sur le sable. Le public retient son souffle. Un choc parcourt toutes les rangées. Un shuriken de fer lourd peut percer une casserole d'acier. Musashi le coupe comme s'il coupait une plume de bananier. Tout le monde comprend enfin la vérité. C'est bien Miyamoto Musashi, le maître invaincu des temps anciens. Musashi remet son épée dans le fourreau, son mouvement est calme, comme si rien ne venait de se passer. Tout le monde se demande ce qu'il va faire ensuite. On découvre vite que Retsu a déjà épuisé toutes ses armes de jet. Il n'a plus aucun projectile à lancer. Retsu pousse un cri rauque, comme une bête sauvage acculée. Il jette son blouson en avant, les pointes et les clous cachés dans le tissu volent tous droit vers le visage de Musashi. Baki serre les poings jusqu'à ce que ses ongles rentrent dans ses paumes. Le coup touche directement la région de l'œil de Musashi. Musashi ne bouge pas. Il ne tente même pas d'esquiver. Musashi abandonne les morceaux de la chaîne sur le sable. Il avance pas à pas vers Retsu. Ses pas ne sont pas rapides, mais chaque pas fait trembler le sol sous les pieds du public. Retsu ne recule pas. Il tient fermement l'épée que Musashi vient de lui jeter. Quand Musashi s'approche à moins de 3 mètres, Retsu bouge soudainement. Il ne frappe pas avec la lame. Il frappe avec la garde épaisse de son épée, directement dans l'abdomen de Musashi. Le coup est violent. Musashi perd l'équilibre. Il tombe en arrière, le dos frappe le sable de l'arène avec un bruit sourd. Le public pousse un cri de stupeur. Certains spectateurs se lèvent d'un bond. Ils n'osent pas croire ce qu'ils viennent de voir. Retsu place la pointe de son épée devant la gorge de Musashi. Il ne bouge pas. Il dit d'une voix ferme, « Tu ne t'approcheras pas de moi sans arme. » Musashi ne tente pas de bouger. Il pose les mains sur le sable. Il pousse pour se relever lentement. Il se remet debout. Il ajuste sa posture, pas une trace de surprise sur son visage. La poussière tombe de ses vêtements. Il regarde droit dans les yeux de Retsu. Sa voix est calme, mais elle porte dans toute l'arène silencieuse. C'était ta dernière chance. Tu n'en auras pas d'autre. Le public retient son souffle. Personne ne comprend ce qu'il veut dire. Puis Musashi ouvre la bouche, et il prononce une phrase qui secoue toute l'arène. « Retsu, tu es déjà vaincu. » Un murmure parcourt les rangées du public. Beaucoup de spectateurs commencent à rire. Ils pensent que c'est une phrase de cinéma exagérée. Personne ne voit comment Musashi peut être vainqueur quand il vient d'être jeté au sol par Retsu. Mais les combattants dans les loges ne riment pas. Baki arrête de respirer. Shibukawa fronce les sourcils. Il sait déjà que ce n'est pas une menace vide. Le silence revient, plus lourd que jamais. Tout le monde attend ce qui va venir. Le silence est si lourd dans l'arène qu'on entendrait une plume tomber sur le sable. Musashi ne prend pas d'arme. Il ne regarde même pas l'épée qui repose à ses pieds. Il garde les mains libres, le corps détendu. Il continue d'avancer vers Retsu, pas à pas. Ses mouvements sont lents, mais rien ne peut l'arrêter. Chaque pas qu'il fait monter la tension dans la poitrine de tous les spectateurs. Dans les loges, Baki se penche en avant, il ne cligne plus des yeux. Shibukawa serre les poings sur les accoudoirs de son siège. Il sait que le coup final est proche. Retsu serre la poignée de son épée jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. La haine et la volonté de gagner brûlent dans ses veines. Il ne comprend pas pourquoi Musashi s'approche sans défense. Il ne croit pas à la déclaration de défaite anticipée. Musashi est à 2 mètres de lui. Il s'arrête une seconde. Il regarde Retsu droit dans les yeux, toujours avec ce sourire tranquille et moqueur. C'est le signal. Retsu pousse un cri qui déchire le silence. Il attaque avec toute la force qu'il a dans le corps. Son bras se lève en un éclair. La lame brille sous les projecteurs. Elle trace un arc mortel droit vers le cou de Musashi. Le public retient son souffle d'un seul coup. Personne n'ose respirer. Certains spectateurs ferment les yeux. Ils sont sûrs que c'est la fin pour Musashi. Les commentateurs se têtent. Ils ne peuvent pas prononcer un mot. La lame continue d'avancer. Elle est à quelques centimètres du cou de Musashi. La reine entière est figée. Tout le monde attend le bruit du coup.
Tout le monde attend le résultat de ce duel qui restera dans l'histoire. Les âmes sont suspendues. Les cœurs battent à couper le souffle. Le moment fatidique est là.